Alors bonjour à tous. Alors bienvenue à cette session. Les hackers sont aussi des utilisateurs de votre application. Alors d'abord, merci aux sponsors, puis merci à ceux qui ont bien voulu accepter de faire une petite place à la Sécu dans l'agilité. Donc à ceux qui ont retenu ma session. Alors moi je m'appelle Philippe Paulus. Si vous voulez me contacter, c'est mon Twitter là-haut. Alors, j'ai deux parties de cerveau, en fait. J'ai une petite partie de cerveau, je vais me mettre là, comme ça je vois un petit peu. J'ai une partie de cerveau coach agile, ça fait une dizaine d'années que je fais de l'agilité, Scrum Master, etc., jusqu'à transformation des entreprises aujourd'hui. Et puis, depuis 2 ans, je fais de la sécurité applicative. Donc, j'ai une partie de cerveau qui est sur la partie sécurité. Je suis le responsable sécurité applicative dans un groupe de 38 000 personnes. Alors du coup, c'est bien parce que je me suis dit, tiens, je vais me faire une user story. En tant que coach agile et responsable de la cellule de sécurité applicative, je souhaite l'autonomie et l'excellence technique des équipes afin que les produits créés puissent apporter un maximum de valeur aux utilisateurs avec un minimum de risque. Alors d'abord, moi j'ai besoin de savoir qui j'ai dans la salle. Alors qui fait de l'agilité? Levez la main. Ok, quasiment tout le monde. Ok. Qui fait de la sécurité? J'en ai un. Plus test. D'accord. Qui est product owner? Ok. Qui est dev? C'est cool. Bon, alors, trop peu de PO, mais j'ai déjà les devs, ça marche. Alors pourquoi cette presse? Globalement, déjà c'est pour moi, pour me faire plaisir, parce que c'est toujours assez sympa d'échanger et de venir à des journées comme ça. Mais je voulais surtout que l'agilité ne soit pas le parent pauvre en termes de sécu. C'est-à-dire, ouais, c'est cool, on travaille bien, on a une équipe, on a un PO, on a une bonne ambiance, on fait des bons produits, mais on se fait hacker toute la journée, quoi. Donc ça me posait problème. Et puis avoir le sourire, parce que là, ça va réconcilier un peu mes deux cerveaux. C'est toujours assez agréable de composer avec tout ce qu'on est. Alors, alors j'ai des objectifs, moi, en tête quand je viens faire une conf. J'ai essayé de remplir le premier. Aujourd'hui, il y a 2 types d'organisations, d'entreprises. Il y a celles qui se sont fait hacker. Voilà. Et il y a celles qui ne le savent pas. Mais globalement, vous êtes fait hacker quand même. Alors, qui s'est fait hacker? Ok, 1, 2, 3. Merci. Et les autres, vous ne le savez juste pas. Mais vous êtes fait hacker. Alors, je suis allé un petit peu du côté de l'art de la guerre, Sun Tzu. Qui ne réfléchit pas et maîtrise l'ennemi sera vaincu. Donc en fait, cette histoire de sécurité, ça va être un petit peu une guerre. Je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre l'art de la guerre du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une vidéo que j'ai prise, mais vous pouvez aller sur le site North Corp et vous allez voir les attaques, ce que North voit passer comme attaque en temps réel. Donc voilà, ça n'arrête pas. Et je ne vois pas tout, mais c'est une partie. Voilà. Donc c'est une map en temps réel sur laquelle on voit les attaques. Alors moi j'ai une chance, c'est que j'ai très vite fait, il y a 15 ans maintenant, des projets qui étaient sur le net, du e-commerce, etc. Donc vous faites un projet de e-commerce, vous le mettez sur le net et là vous vous faites vite hacker. Donc là vous dites ok, quand je suis sur le net, attention, c'est dangereux. Donc ça c'est bien, ça vous met... ça vous sensibilise à la problématique et après, du coup, vous la traitez. Voilà, quand vous êtes fait piéger une fois, c'est bon. Par contre, j'ai aussi entendu souvent, ouais, mais moi, mon appli, elle n'est pas sur Internet. Donc c'est cool. Je ne m'embête pas avec la sécurité. Alors, il y a un truc aujourd'hui, peut-être que vous avez ça chez vous, c'est l'interconnexion des applications. Est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'y a pas un batch import, export, export, import, import, export qui fait qu'un truc chopé sur Internet,
se retrouveraient dans votre base de données. Et du coup, rendrait votre application vulnérable. Là déjà, ça calme un petit peu sur le truc de « moi, ça ne me concerne pas ». Et puis, j'ai appris il y a 2 ans que globalement, 70% des attaques viennent de l'intérieur. Voilà, donc là aussi, on se dit du coup, voilà, lui, il vient de se faire virer, là. Bah, il va peut-être amener la base avec lui, ou il va corrompre quelque chose, etc. Pourquoi pas, hein. Ou alors, il part chez le concurrent. Tiens, j'ai la liste de tous les clients je suis une grande banque, j'ai la liste de tous les clients, j'ai accès à la base, Select étoile. Voilà. Bon. Donc voilà. Ça, c'est mon premier objectif, se dire mince, mais il y a un sujet en fait. Alors déjà, est-ce que objectif atteint ou pas? Pas du tout. Si. Ok. Donc voilà, c'est un sujet. La sécu est un sujet. Alors après, pourquoi AppSec, hein, j'ai mis tout à l'heure AppSec, hein, c'est juste parce que c'est le diminutif de Application Security. Et un truc que j'avais trouvé sur le net, que je trouvais pas mal, bah, il y a les attaques. Là-dessus, on ne peut rien faire. Si les Chinois ont décidé de nous attaquer, ils nous attaquent. Par contre, nous, on peut agir, je parle nous au sens les équipes, hein, c'est sur la partie vulnérabilité. Donc ça, on peut le diminuer. Et donc, les incidents aussi, on peut les diminuer. Donc la sécurité applicative, c'est essayer de diminuer la vulnérabilité de nos applications, globalement par les bibliothèques qu'on utilise et puis le code qu'on met. Alors, ça c'est voilà, Security Landscape, des solutions de sécurité sur différents domaines, du réseau au système, etc., etc. Donc souvent, moi j'entends, ouais, mais la sécurité, c'est compliqué. Bon. Alors j'ai une petite vidéo pour vous, j'espère que le son va être bon, ça dure 1 minute 30. Mais même si le son n'est pas bon, de toute façon, vous allez vite comprendre. Real world example, J-facets. Sometimes there are vulnerabilities that are difficult to exploit, and others can be incredibly simple. Unfortunately for J-facets, an open source framework for deep integration of user profile capabilities, the project was subject to such vulnerability a few years ago. Application developers making use of J-facets benefit from numerous user profile capabilities out of the box, one of which is the ability to retrieve and edit user profiles. When a user clicks a link to edit their profile in the application, a GET request is sent to the server. The J-facets framework retrieves the profile specified by the profile ID parameter and displays its contents on the page. Well, what happens if we change that profile ID parameter from 123 to 124? It turns out that the profile ID parameter is an insecure direct object reference to the primary key of a profile in the database. By specifying 124, we are instructing J-facets to give us the profile of another user of which we're not supposed to be able to edit. Exploitation of this vulnerability is incredibly simple and does not require any special tools. All you need is your browser and the ability to count. Voilà, donc si vous savez compter, vous savez hacker le framework J-facet. Alors ma fille dirait, et bim. Voilà, ça c'est fait. Donc pour moi, la sécurité c'est compliqué. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a peut-être 5% qui est hyper complexe, et vraiment, j'ai pas de ça me va bien, mais il y a une grande partie qui n'est pas si complexe que ça. Alors, 100% des applis que j'audite ont au moins une vulnérabilité majeure. Donc, il y a un truc qui cloche. On ne fait pas ce qu'il faut. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui cloche ? Les connaissances du sujet, mes connaissances, c'est ça. Nombre de ressources en sécurité, ouais. Formation des développeurs, ouais.
Ouais, d'accord, le budget pour ce sujet. Tout ça, ouais, c'est des bonnes réponses. Mais je vais aller un petit cran plus loin. En fait, ça, c'est un code vulnérable, hein, parce qu'il y a une concaténation, juste. Et puis ça, c'est un code qui ne l'est plus. Alors juste, la différence, elle est faible, en fait, entre un code sain et un code vulnérable. Et donc là, c'est juste que voilà, je suis le côté noir de la force, puis là, je suis le Jedi qui sait que ça existe, en fait. Et du coup, il peut se comporter différemment. Donc déjà, ça ne coûte pas plus cher. Hein, 2 lignes de code, 2 lignes de code. Donc on ne peut pas se dire, quand c'est pas sécurisé, c'est 2 lignes de code, et quand c'est sécurisé, c'est 200 lignes de code. Pas du tout. On n'est pas là-dessus. On est sur autre chose, en fait. Alors Wikipédia, en sécurité informatique, un hacker est un spécialiste qui cherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. Contourner, c'est ça l'élément qui est assez important. Donc du coup, le hacker, lui, on lui fait une planche de skate, il ne va pas en faire du skate, si, il va d'abord voir comment ça marche, etc. Puis après, il va surtout peut-être faire un usage complètement différent de ce qu'on imaginait, en fait. Et donc, votre appli, c'est pareil. Vous savez que quand je rentre telle entrée, il y a telle sortie, etc., etc. Et lui, il va dire, OK, j'ai bien compris maintenant comment marche le truc. Maintenant, si je lui mets autre chose, quelque chose auquel le développeur ne s'attendait pas, comment ça réagit et qu'est-ce que je peux en faire? Donc, en fait, c'est un problème d'état d'esprit. C'est un problème d'état d'esprit. Alors maintenant, vous allez me dire, on a l'Agile Tour, c'est quoi le rapport avec l'Agile Tour, l'agilité et la sécurité? Alors, j'y arrive. Alors, ça vous parle? Alors, si je vous dis que ça, c'est votre version qui arrive dans 9 mois, là, qui lève la main? Il dit, ouais, ok, moi, c'est comme ça que je bosse. Ah, ok. Et alors ça, c'est pas l'agilité, ça. Ça, c'est globalement le cycle en V. On va prendre notre temps, etc. Et là-dessus, potentiellement, on peut prendre du budget, mettre quelqu'un au début, à l'arrivée au port, pour vérifier la sécurité de chaque élément, etc. Yes, ça, j'ai pas de souci. Mais le problème, c'est que l'agilité, pour moi, c'est ça. Ça va beaucoup trop vite pour qu'il y ait un gars qui arrive, qui dise stop, attendez, je vais vérifier, est-ce que c'est bon, etc. Les boulons sont tous bien serrés, etc. C'est pas possible. Il faut que les gens qui bossent sur la machine, sur la voiture, aient aussi cette compétence-là, cette connaissance-là. Alors, je vais essayer de te faire prendre un exemple. Supposons qu'on soit une société qui crée des surfs. Donc là, je vous enlève du code, etc. Voilà, donc le but, si vous êtes product owner, c'est d'apporter de la valeur aux utilisateurs, donc de faire le meilleur surf qui soit. C'est votre produit. Le surf, c'est votre produit. Bon, pour ça, on vous dit, le Scrum, ça va le faire. Le Scrum, ça vous amène une réponse pour la vitesse et la valeur. On va vite arriver à faire le meilleur surf qui amène les meilleures sensations de glisse, etc., par itération, etc. Bon, là-dessus, j'avance assez rapidement, mais ça le permet. On fait des voitures en Scrum. Hein. Et le souci, c'est que on ne peut plus regarder que le produit. Vous voyez le truc? Voilà. On ne peut plus s'arrêter à notre produit. Il faut se dire aussi, mais dans quel contexte je vais l'utiliser? Et du coup, là, vous pouvez faire le surf du monde, avec les meilleures shapes, etc. Moi, je ne vais pas à l'eau, là. Donc finalement, mon produit ne sert plus à grand-chose. D'accord? Donc attention, on ne regarde plus que le produit, on regarde le contexte d'utilisation. Et le contexte d'utilisation, c'est qu'il y a un gars qui va vous pirater. Il va essayer, de toute façon. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis, de nouveaux éléments à prendre en compte pour apporter vraiment de la valeur. Et donc pouvoir vraiment utiliser mon surf. Donc il faudra avoir une réflexion. Peut-être que le produit, ça va être un surf, mais peut-être aussi la plage qui va avec, protéger, je ne sais pas. Mais il va falloir aller au-delà de ça. Alors du coup, on fait comment? Alors, expert sécurité, on s'est dit. Hein. Alors, le souci, c'est que j'en ai pas sous la main. Le produit n'est pas disponible. Et puis, de toute façon, il n'aurait pas le temps. Comme je vous ai dit, ça va trop vite. Donc, l'expert sécurité, si vous en avez, c'est bien. Mais il ne faut pas tout miser sur lui.
C'est comme tout expert dans l'agilité, c'est-à-dire que vous allez avoir votre autonomie. Si vous n'en avez pas assez, vous allez le voir. Aide-moi un petit peu, fais-moi monter en compétences, ok. Et après, c'est bon, je peux bosser sans toi. Donc, l'utiliser entre 0 et 5% du temps, ok. Au-delà, ça va vous faire des blocages. Comme tout expert. Hein. Donc, le changement, c'est maintenant. Et il va falloir apprendre à penser comme un hacker pour construire des systèmes plus sécurisés. Donc, bah voilà, si vous êtes dev, il va falloir commencer à avoir un autre visage. Alors quand je dis dev, bah en fait, c'est pas ça. C'est tout le monde doit avoir en fait ce mindset, cet état d'esprit. Alors, on retourne à l'art de la guerre. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre. Elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord faire un truc sécurisé et le mettre en prod. Pas le mettre en prod et voir ce que ça donne. En disant, on est peut-être sécurisé. OK, donc on va vraiment agir. Alors, transparence, ça vous parle en agilité, ça? OK. Les devs, là, qui connaît ses engagements de sécurité sur son projet? OK. Donc vous n'avez pas d'engagement de sécu. Si? D'accord. Et c'est quoi? Ah oui, d'accord. Donc c'est vous qui donnez les recommandations. Donc c'est vous qui faites ça. Mais vous voyez, quand vous le faites, bah, les clients, ils ne savent pas en fait. OK, donc transparence. Politique de sécurité, démarche d'homologation de sécurité, totale, partielle, refus et engagement contractuel. Peut-être le WASP, le sens 25, etc. Donc petit 1, transparence. On met sur la table le truc. Voilà nos engagements de sécu. Et ça doit être accessible pour moi à tous, sponsors, parties prenantes, product owner, scrum master, équipe. C'est-à-dire qu'on arrête de dire, bon, c'est pas trop. Non, non, on le sort et on le met sur la table. Alors, si vous allez vers la sécu, une petite ville à visiter, c'est l'OWASP. Quelqu'un a déjà visité cette petite ville? Impec. Alors, c'est pas une petite ville, c'est un site web. C'est Open Web Application Security Project. Oubliez web. En fait, ça s'occupe de la sécurité justement applicative. Alors c'est une ville active et sportive. Alors en fait c'est une communauté gratuite qui vous donne plein de ressources pour traiter ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme ressources? Elle vous donne le top 10. Ça c'est la base. Si vous ne savez pas quoi faire en sortant de cette salle, vous allez lire ces 17 pages. Voilà, ça vous dit les 10 plus grosses failles de sécu, c'est ça. Et du coup, ça vous donne des exemples, etc., etc. Et vous allez après voir votre application avec ça. Ça vous donne différents niveaux de mise en place de la sécurité sur vos applications. Ça vous amène même des jeux de cartes. On aime bien jouer en agilité. Donc c'est, tiens, je te balance une attaque par injection. Est-ce que l'application, elle est robuste à ça? Et le développeur, il va peut-être dire oui, parce que j'ai fait ça, ça et ça. J'utilise un framework de persistance, donc je ne fais aucune concaténation dans mon code, etc. Donc, avec ça, j'ai pas de souci. Donc voilà, juste, et puis plein de vidéos. Super, celle que je vous ai montrée, voilà, un exemple tout simple. Donc ça, c'est une ville à visiter, et s'il n'y en avait qu'une à visiter, visitez celle-là. Il y a des exemples de contrats, il y a des que doit faire un testeur. Il y a des outils, tout à fait. Il y a de la doc. Voilà, donc des fois, on peut peut-être se dire c'est compliqué, il faut falloir que j'aille sur 50 000 sites pour trouver mon information. Non. Allez sur celui-là, vous aurez déjà fait 95% du boulot. Ensuite, il y a la formation. On en parlait tout à l'heure. Ouais, ça fait partie du jeu. Il y a des sites comme Pluralsight, etc., qui ont des parcours Security for Hackers and Developers. Il y a des parcours pour que vous, développeurs, ayez une nouvelle corde à votre arc. Après, qui connaît son ennemi comme il se connaît, en son combat ne sera point d'effet. Ok. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller jouer au même jeu que les hackers. Donc ces gens-là, ils ont des sites où ils essayent de hacker, donc des plateformes de hacking officielles. Voilà. Et donc il y a des challenges et on essaie de hacker. Et ça va vous faire monter en compétences. Après, vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez aller à des compétitions de capture the flag
où là, vous voyez pas mal de gens réunis. Et juste, moi, je l'ai fait il y a 1 an et demi, celui-là. En fait, il ne faut pas se dire, les hackers, c'est une race, et ils acceptent personne dans leur petit jeu. C'est totalement le contraire, en fait. Les premières épreuves, elles sont hyper simples, et ça nous donne envie d'aller à l'épreuve suivante, et ça nous donne envie, etc., etc. Donc, c'est vraiment un monde super ouvert, ça c'est ce que j'ai découvert, et ça c'est une super bonne nouvelle. Vous êtes et vous serez les bienvenus, et vous vous amuserez à ces compétitions-là. Puis après, vous pouvez aller carrément sur autre chose, ça s'appelle des bug bounty. Il y en a qui connaissent la notion de bug bounty? Ok, bah ça c'est cool. Donc là, bah, c'est les programmes de certaines sociétés qui disent bah, voilà notre appli, vous pouvez la hacker, parce que juste, vous n'avez pas le droit de hacker sinon, hein, c'est la prison. C'est pas parce que je maîtrise un outil que j'ai le droit de l'utiliser, donc ça c'est non. Je maîtrise l'outil, mais j'ai un contexte dans lequel j'ai le droit de l'utiliser, et si je n'ai pas l'accord des personnes, je ne le fais pas. Par contre, eux, ils disent allez-y, dans telle et telle condition, et si vous trouvez quelque chose, vous aurez un bounty. Alors, ça peut être un bounty ou ça peut être 40 000 $. Ça dépend de ce que vous trouvez. Alors là, le piège, c'est que des fois, moi, je vois des développeurs où c'est que le matin, ils arrivent avec des petits yeux. Mais des fois, des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à hacker. Donc voilà, ça, c'est pas des compétitions, mais c'est en tout cas un élément pour essayer d'avancer sur le sujet du hack. Et alors ça, c'est côté dev. Par contre, moi, je vois aujourd'hui des clients, des grands clients télécoms, qui commencent à mettre leurs applications dans des bug bounty, en disant, tenez, voilà la nouvelle version de notre application, hackez, allez-y. Donc, c'est toute une démarche. Donc là, je parle potentiellement au product owner ou même au manager, top manager, etc., direction générale. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette démarche d'aller mettre, je fais le maximum pour sécuriser mon application, mais le dernier step, ça va être, je vais essayer de la confronter à des gens en leur disant, vous avez le droit. La seule contrainte, c'est que vous me le dites à moi et pas aux autres. Donc ça commence à être fait dans la vie de tous les jours, et c'est pas que Facebook ou quoi que ce soit. Donc pour changer le mindset, on peut aussi continuer dans une autre ville. C'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et ça a été le déclencheur pour que je fasse cette conf, puisqu'ils ont fait un document, c'est intégrer la sécurité numérique dans une démarche agile. C'est sorti cet été. Je me suis dit, là, c'est une perche tendue pour aller faire une petite conf. Donc voilà, c'est une 20aine de pages à lire, et puis après, il y a quelques outils. Alors, ça sera une bonne idée de lecture. J'ai ressorti juste un élément, par exemple. C'est souvent on dit en tant que utilisateur de l'application, blablabla. Et là, en fait, l'ANSSI vous dit oui, mais attention, il n'y a pas que l'utilisateur, il n'y a pas que Monique ou Jean-Michel ou quoi que ce soit en persona sur votre application. Il y a aussi la mafia, il y a une agence de renseignement, un adolescent désœuvré, un hacker chevronné, un activiste, un cyberterroriste. Ce sont aussi les utilisateurs de votre application, ces gens-là. Donc c'est encore une fois une prise de conscience et un changement d'état d'esprit. Alors il y avait un truc qui était assez rigolo, c'est que la user story, on la connaît, en tant qu'utilisateur, je réserve en ligne mon billet de spectacle. Et puis ils ont vraiment amené un truc, ça s'appelle l'abuser story, c'est je vais abuser, c'est une story qui va abuser du système. En tant qu'activiste, j'empêche les clients de réserver en ligne leur billet de spectacle en saturant le serveur applicatif par une attaque en déni de service. Ben voilà. Je mets ça dans le backlog. Et à l'équipe de traiter pour que ça n'arrive pas. Vous voyez l'esprit? C'est-à-dire qu'on ne fait pas que les cas passants, on fait aussi des cas sur lesquels on se dit ouais, on a un vrai risque parce que... et on le met et on le traite. Et potentiellement, il y a une autre... Donc, vous pouvez rajouter des abuser stories dans votre backlog, cher PO. Et si vous pouvez aussi, sur une user story, rajouter maintenant ce qu'on appelle des notions de disponibilité, intégrité, confidentialité et les preuves de tout ça. Donc ça, c'est une petite idée que je vous propose. Et donc, le risque, il est exprimé là et là. Avant, ce n'était pas du tout exprimé.
on était dans le monde des bisounours. Maintenant, on exprime le risque dans nos user stories. Alors, je ne vous ai pas dit, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il propose aussi un canvas, mon business canvas, etc. Il y a pas mal de canvas qui existent en agilité. Et là, c'est à travers un atelier d'analyse et de traitement des risques qu'ils ont proposé ça, c'est-à-dire quelle est la user story, quelle est la valeur métier que j'apporte, quel est le besoin en sécurité. Voilà, donc on est là encore, hein, c'est comme un sprint planning meeting, comme toute autre réunion, tout le monde est là, à minimum le product owner et son équipe, mais il peut y avoir aussi quelques experts. Et on se dit, voilà, quelles sont les valeurs métiers et les besoins de sécurité, quelles sont les sources de menaces. Donc là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Chacun amène ses éléments, ce qu'il a en tête, on le partage, post-it, tac, tac. Après, les événements redoutés et leur impact. Puis ensuite, les composants du SI et leur vulnérabilité. Par rapport à tout ça, bah ouais, c'est vrai que je suis en interconnexion avec 2 autres systèmes. Les mesures de sécurité déjà existantes, parce que des fois, on ne les connaît pas. Et puis après, les scénarios, on va un peu plus dans le détail. Attaque, fraude, erreur. Voilà. Donc ça, on post-it, on distribue, puis c'est l'intelligence collective qui va essayer de créer tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Les risques qu'on retient et les traitements qu'on fait. Mais là encore, on est en transparence, on n'a rien caché sous le tapis. On s'est dit, on est bien d'accord que globalement, notre application, c'est ça qu'elle doit traiter en termes de risque. Voilà, donc c'est un atelier qui est décrit dans ce document et qui permet de commencer à mettre le risque devant les yeux de tout le monde. Et surtout de se dire, ça on n'assume pas, ça il faut traiter, ça on le fera plus tard. Ça permet aussi potentiellement de prioriser. Alors, souvent, il y a la problématique d'engagement de moyens et de résultats en sécurité. C'est-à-dire que je ne pense pas que vous ayez des gens qui viennent auditer l'appli et vont vous dire « Voilà tous les problèmes de sécurité que vous avez et c'est exhaustif ». C'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ils vont dire « Voilà ce que j'ai trouvé ». Donc c'est un engagement de moyens. Mais après, pour prouver à votre sponsor, PO, etc., que vous faites de la sécu, comme il n'y a pas de garantie de résultat, il y a au moins un minimum, c'est de dire, voilà, je vous prouve que j'ai fait telle action, que j'ai utilisé tel framework, que je vérifie que je n'ai pas tel et tel problème. Donc il va falloir commencer à être dans l'esprit de mettre des preuves. Alors, typiquement, c'est les audits qu'on a réalisés. Ça, vous voyez, on fait de la sécu, on a fait un audit, on n'a pas de problème. C'est la documentation produit. Vous voyez, on a des abuser stories, on a aussi des critères, etc. Et on les respecte, et on les teste, et on l'a montré à la démo. On a des rapports des outils. Vous voyez, on a mis de l'outillage, analyse statique de code, etc. Et ils sont bons, nos résultats. On a mis aussi des tags dans le code pour prouver qu'à tel endroit, on a telle problématique, et on l'a bien traité. Et puis les tests, les pen tests réalisés. Donc il va falloir commencer à se dire, il va falloir que je garde tout ça tranquillement et que je me fasse une petite base de preuves pour que si un jour il y a un problème, on ne puisse pas me dire, vous n'avez rien fait. Donc l'idée, c'est, comme ça va trop vite pour avoir la possibilité de ne pas s'en occuper, de laisser ça des experts, non. Hein, l'idée, c'est de mettre des abuser stories, de faire un atelier de traitement des risques, de changer le mindset de l'équipe et d'amener des preuves. Et là, on peut se dire que là, on a mis dans notre cycle agile pas mal d'éléments. Donc, nouvelle culture. Les outils. Alors souvent, ça c'est le mot magique. Ouais, mais on va mettre un outil, puis on n'en parle plus, la sécurité, les traités. Alors, ce que moi j'ai mis en place au niveau du groupe, c'est une grille d'audit. On l'a conçue pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire que c'est un document Excel dans lequel on dit, tiens, on a telle problématique, est-ce que vous avez fait tel test ? Problème de cloisonnement horizontal, vertical, gestion des droits, injection SQL. Et en fait, même si vous n'aviez qu'un outil, c'est celui-là qu'il faut garder parce que vous allez le mettre dans les mains de tout le monde. Donc ce n'est pas l'auditeur qui vient auditer, c'est vous donnez cet outil-là à une équipe de dev et puis vous l'aidez à s'auditer elle-même. Et elle se rend compte elle-même si elle a des problèmes.
Donc ça, c'est bien en termes de pseudo-formation, sensibilisation. Il n'y a pas de problème de restitution, de séance de restitution, parce que ce n'est pas un auditeur qui vient dire « j'ai trouvé ça », c'est l'équipe qui dit « nous, on a trouvé ça, chef », entre guillemets, avec l'aide de l'auditeur. Donc ça leur amène une vraie autonomie. Et puis cette grille, typiquement, je m'en sers aussi, par exemple, en avant-vente. Ah ok, on prévoit de faire un nouveau build là pour un nouveau projet. Ok, qu'est-ce que tu as prévu pour gérer les sessions? Ok, qu'est-ce que tu as prévu pour pas pour pas avoir de clickjacking, pour gérer les droits correctement? Donc en fait, il y a déjà une projection. Voilà, j'ai prévu tel framework, j'ai prévu de faire telle chose. Et voilà, donc c'est un peu le plan de bataille pour gagner la guerre dès l'avant-vente. Dès l'avant-vente, on peut dire ce qu'on a prévu pour sécuriser la session, etc. Et des fois, ça arrive dans la definition of done d'un sprint ou d'une release. On aura passé notre grille d'audit. Quand je dis on, c'est l'équipe, hein, toujours. Ils le font juste une fois, la première fois avec un auditeur pour qu'ils comprennent bien comment ça marche. Mais après, c'est à eux. Et puis potentiellement, moi j'ai des équipes qui croisent des audits. Tiens, je vais auditer ton appli. Alors, la revue de code, c'est assez sympa. Si s'il y a deux devs qui ont l'état d'esprit, dans leur état d'esprit la sécu, ils vont essayer de relire le code. Alors, relire le code, c'est pas ça va faire ce que la spec dit. C'est pas ça de la revue de code. La revue de code, c'est je comprends ton code, je l'accepte dans notre patrimoine de code. Donc du coup, ça va hyper vite. Et c'est juste que si en plus j'ai l'état d'esprit hacker, c'est mais quand je vois cette ligne de code-là, j'ai l'impression que je pourrais injecter ça comme information et du coup, ça ferait un peu dérailler l'appli. Voilà, c'est ça de la revue de code sécu. Par contre, je ne dis pas que ça va faire ce qu'on s'est dit fonctionnellement parlant, ce n'est pas l'objet. Sinon, il faut lire les specs ou lire la user story, lire tout ça, et là, c'est 3 jours de boulot. Alors qu'une revue de code est potentiellement sécurisée, sur juste un commit, ça prend juste 5 minutes. Donc il ne faut pas me dire que ça coûte cher. Voilà. Mais si on a cet objectif-là, si on a l'objectif de dire « je garantis que ça fait ce qu'on s'était dit que ça ferait », ah oui, là, ça fait plus de temps. Alors, pour les outils, il y a une, dans le fameux top 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'OWASP, là, il y en a un, c'est « attention, n'utilisez pas de composants avec des vulnérabilités connues ». Ah ouais, j'ai mis un Spring, j'ai mis un Angular, j'ai mis machin, j'ai mis tout ça. Bon, tout ça, ça doit être sécurisé. Non, en fait. Non, en plus, c'est open sourcé, donc les hackers peuvent aller voir le code, l'auditer un petit peu et voir tous les trous qu'il y a dedans. Donc, c'est des fois un peu des gruyères. Et il y a un outil, par exemple, que fournit l'OWASP, justement, la ville dont je vous parlais tout à l'heure, qui va scanner toutes vos dépendances et vous dire attention, il y a tel et tel problème, etc. Donc, l'outillage, il y en a qui sont plutôt utiles. Et puis là-dessus, vous choisirez une montée de version où vous allez voir ce que vous faites avec ça, quoi. Parce que peut-être que la fonctionnalité Intel, vous ne l'utilisez pas. Et après, si on va un peu plus loin, il y a ce qui est un courant qui arrive, ça s'appelle le DevSecOps. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui font du DevOps. Est-ce qu'il y en a qui font du DevOps? Ok, super. Et après, on met dans cette continuité de travail, on met la sécurité. Alors, on pourrait avoir une session une conf de 1 heure ou 2 sur ce sujet. Je vais juste te dire un truc, d'abord, c'est un problème de culture. C'était le cas pour les DevOps. Hein. Toi, tu es Dev, moi, je suis Ops. Viens, on va travailler un peu ensemble, vis ma vie, etc., pour comprendre où sont mes problèmes, comprendre toi ce que tu fais. Là, c'est rajouter quelqu'un de la Sécu. Donc, ça sera d'abord partager une culture commune, puis après des processus et après des outils. Bon, mais ça... Vendre de la culture, c'est pas monnayable, alors que vendre des outils, voilà. Donc souvent c'est vous voulez faire du DevSecOps, c'est tel outil, point barre. Merci, au revoir. Non, c'est pas ça. L'outil, il arrive, mais à la fin. Donc ça, c'est aussi un courant que vous pouvez après, une fois que vous avez mis en place l'agilité, Scrum, et puis après peut-être DevOps, aller là-dessus. C'est une bonne idée. Alors juste pour les outils, attention. Parce que les outils, c'est beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire que l'outil vous dit « attention, il y a un problème », mais en fait, il n'y a pas de problème. Donc quand vous voyez Sonar, des fois déjà, il vous dit qu'il y a des problèmes, puis des fois, il n'y en a pas.
Et donc, c'est utiliser des outils, mais ne perdez pas votre temps à analyser 100 ou 1000 faux positifs. Vaut mieux à ce moment-là peut-être se parler, faire du code review, et puis ça sera plus efficace si vous avez 1 heure de temps. Donc voilà, la mise en garde, c'est les outils sont bien, mais il faut les maîtriser. Et c'est pareil, c'est une montée en compétences qui prend du temps. L'analyse des faux positifs, remettre des règles dans les outils, etc. etc. Donc l'outil, ce n'est pas le truc magique. Et de toute façon, moi j'ai l'habitude de dire, la sécu, c'est 20% d'outillage, 80% de jus de cerveau. Puisque pour détourner l'usage de quelque chose, il faut en avoir vraiment compris totalement sa fonctionnalité. Et le hacker, c'est pas j'arrive avec mon outil. Hein. Le hacker, il va faire le tour de votre appli, bien comprendre comment elle marche, et c'est une fois qu'il a compris comment elle marche qu'il se dit vu que ça, quand je mets ça, ça fait ça, je vais mettre autre chose. J'insiste sur ce point-là. Donc, voilà, la sécurité des outils. Et après, je reviens un petit peu au cœur de l'agilité. J'aime bien Alistair Cockburn. Il dit l'agilité, c'est quoi? C'est collaborer, délivrer, voir ce qu'on a fait et améliorer ça. L'idée, c'est... et il y a pas mal de gens de la Sécu qui disent ouais, ça marche beaucoup mieux quand on collabore avec l'équipe, quand on fait des choses avec eux, puis après, on voit un peu ce que ça a donné et on s'améliore, etc., etc. Typiquement, les incidents de sécurité, c'est pas tenez, il y a tel incident de sécurité, c'est voilà, on se parle, qu'est-ce qui s'est passé, comment, ah ouais, on comprend, ah oui, mais c'est parce qu'il s'est passé ça. Donc, si vous voulez aller vers quelque chose qui peut marcher bien, c'est-à-dire que faites ça, mais mettez de la sécu dedans, des gens de la sécu, des formateurs, vous, le mindset, etc. Alors, la collaboration, ça va être le PO, les Ops, la Dev Team, les pentesters, les sécurités expertes. Voilà. Améliorez ça. Si vous vous parlez, vous allez avancer dans la bonne direction. Alors du coup, moi je me dis que tout ça c'est une chance. C'est-à-dire que c'est une chance parce que ça va nous permettre d'avoir une nouvelle corde à notre arc quand on est product owner. Cet état d'esprit sur la sécurité. Une nouvelle corde à notre arc. Je bug là, c'est midi et quelques. Quand on est développeur, ouais, de nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Et puis, la chance de collaborer bien plus largement que moi, je fais mon bout de code et je le commit. Je vais aller voir des gens de la Sécu, je vais aller voir les attaques qu'on a vécues et ça va m'apporter, en fait. Donc, c'est une chance, je dirais, pour grandir. Alors, j'avais juste essayé de faire AppSec. Donc, si vous reteniez que 6 éléments, c'est... Abuser story, pratiquer, former, transparence,